Salut Dominique, Salut, merci Alexandre. d'être là. Merci d'être là aujourd'hui. En question d'intro, je nomme tes 4 livres que tu as écrits, tous sublimes, et tes 2 tonnes de production que tu fais chaque année. Puis alors, ma question c'est, d'où vient ton énergie? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une mission? Je pense que c'est le besoin d'accomplir quelque chose quand je me lève le matin. Je ne suis pas très bon pour rien faire. Je me dis souvent, j'aimerais ça pouvoir rien faire pendant 2 semaines, mais ça dure 2 heures. Donc, mais en fait, j'ai l'impression que ça donne beaucoup d'énergie de s'installer dans quelque chose où il y a tout le temps une part d'expérimentation. Il n'y a pas de très, très routinier dans tout ça. Même chaque année, s'il y a des choses qui reviennent, on essaye tout le temps quelque chose de nouveau, un nouveau cultivar, une nouvelle façon. Puis ce à quoi on est à la poursuite de, c'est l'économie du geste. Donc, on essaye, une fois qu'on a déjà fait quelque chose, la fois d'après, oui, on essaye de le refaire mieux avec un meilleur rendement, mais surtout, surtout en contrepartie d'un travail moindre. Donc, moins de perte de temps, moins de perte d'énergie. Avec le rêve, j'imagine, je présume, c'est de se lever le matin puis d'être présent à ce qui se passe, être une espèce de berger, mais sans nécessairement intervenir beaucoup. C'est-à-dire qu'on aurait lancé en orbite un tas de petits mouvements quasi perpétuels qui s'animent autour de nous. Donc, tu sais, c'est pour ça que l'automatisation, dans une certaine mesure, je trouve ça le fun, le goutte à goutte qui irrigue automatiquement les cultures, les panneaux qui s'ouvrent, qui se ferment, les ventilateurs qui partent, qui arrêtent, les minuteries qui lancent, qui interrompent. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même, quand on me traite de passéiste, dans mon plaidoyer pour un retour à la Terre partiel, hein, c'est important ce mot-là, c'est de tendre vers ça, c'est de retendre vers ça alors qu'on l'a complètement abandonné, plutôt que d'embarquer là-dedans et ne faire que ça. Hein, moi, c'est pas l'autarcie que je vise, c'est justement de profiter des technologies low-fi, low-tech, raisonnables pour se faciliter la tâche, puis en arriver année après année avec juste les mots en anglais qui me viennent, un bounty, une récolte abondante et surtout gastronomique, dans la mesure où il faut que ça soit bon, on aime manger, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cuisiner. On ne cuisine pas parce que c'est économique, parce qu'il faut, parce qu'on s'en sent. C'est parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on aime beaucoup ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup qui est venu de ça, le désir de remonter à la source, de s'intéresser à la genèse, hein, toutes les étapes de la création des aliments dont on se délectait à Montréal, en pleine ville. On allait tout acheter. Puis on a voulu, en revenant ici, euh, se mettre à tout produire. Donc, c'est ça. On visite les extrêmes, puis après, on revient à un équilibre. J'espère. Et parlant de ces chapitres de vie, juste pour situer où tu en es rendu, est-ce que toi, tes chapitres de vie, j'en nomme juste un, tu peux en nommer d'autres, tu as été restaurateur notamment, si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Est-ce que c'est des chapitres de vie qui se suivent bien ou quand tu dis que tu as été touché des extrêmes, c'est qu'un extrême t'a amené à un autre? Comment toi, tu vois tes chapitres de vie pour en arriver jusque ce livre et cette ferme? En fait, les extrêmes, c'est plus, par exemple, un été, je nourris mes volailles strictement avec les moyens du bord. Ce qui est très difficile. Le matin, ça prend 15-20 minutes les nourrir. Alors que l'idée là-dedans, c'est peut-être de se dire, bon, on réduit de 25, 50, 60% la moulée. Donc, souvent, un été, je vais à un extrême, on note tout ce qu'on récolte. On rentre ça dans un tabulateur, puis à la fin de l'année, ben, on a une idée. Mais est-ce qu'on veut faire ça à chaque année? Absolument pas. Donc, c'est ça les extrêmes dont je parle. Sinon, j'ai Mhm. l'impression qu'on a quand même fait on a quand même, depuis Montréal, là, dans les années 2000, ça a été une remontée à la source progressive, comme j'expliquais, de tout le temps aller au restaurant, de s'émerveiller de la diversité, de l'offre alimentaire, culinaire, gastronomique à Montréal, à se mettre à aller moins dans les restos puis rester plus à la maison pour cuisiner, donc de partir fou sur les livres de recettes, aller chercher des ingrédients où ils se trouvent, à vouloir encore plus reculer puis se mettre à produire ce poulet-là, ce lait-là qu'on allait transformer en fromage. Puis le reculer encore puis dire, ben ça me tente de reproduire
donc que les chèvres puissent donner du lait parce qu'on a un bouc, donc il est saillit, donc elles mettent bas, donc on a des chevreaux. Donc là, on se met à avoir à abattre les chevreaux, à les manger. Les poules, c'est la même chose. On élève maintenant des coqs, les œufs sont fertiles. On peut incuber les œufs, bon, tu sais, puis les semences là-dedans. Donc, conserver notre ail, nos pommes de terre, ci, puis ça pour repartir. Donc, ça a été, je pense, une remontée linéaire relativement lente vers l'essence. On pourrait dire vers le sens aussi, pour vraiment en arriver à pas une autonomie complète, mais une autonomie élémentaire satisfaisante. On sait qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. On n'a pas besoin d'élever 500 poulets, 300 poules, 50 chèvres là, pour avoir l'impression de s'être accompli là-dedans. On a fait un peu. Puis si besoin est, ben là, on peut augmenter les productions, mais pour l'instant, on est plutôt arrivé à un plateau où on appelle ça, nous, la consolidation de nos acquis. Donc, on essaye à chaque année de refaire à peu près la même chose au niveau de la quantité de protéines, les 2 tonnes dont tu parlais tantôt. Ça inclut les animaux, là, les légumes, animaux. Et puis, donc, on veut refaire ça parce qu'on trouve qu'on a un bel équilibre. Ça nous suffit pendant l'année. On a assez de patates, de tomates, d'œufs, de ci, de ça, de fromage au congélo pour ne pas en manquer entre les débuts et les fins de cycle. Mais on essaie de le faire en investissant de moins en moins d'énergie, donc en étant de plus en plus productif, ce que moi j'appelle la décroissance par la productivité, c'est-à-dire qu'on investit moins d'énergie dans une activité qui nous donne le même rendement. Alors, parce que l'énergie descend, mais que le rendement demeure linéaire, bien, moi, je considère qu'on augmente en productivité. Ouais, c'est bon. C'est une autre manière de la loi du moindre effort, quoi. C'est Oui, apprendre avec les années à développer les bons gestes. absolument. Pour le plaisir d'en illustrer certains gestes techniques où justement tu as senti que l'expérience convainquait de ne pas faire ci ou de faire cela. Est-ce que tu as 2 exemples, que ce soit en production animale ou légumière? Ben, j'en ai évidemment plusieurs. Notre quotidien n'est fait que de ça. Je me demande d'ailleurs à chaque année si ce que je fais à cette étape-là est vraiment nécessaire. Puis je me dis, il faudrait que j'essaye une année de ne pas le faire, voir ce qui arrive. Mais l'exemple que je donne dans mon livre, qui est le plus fort, je trouve, parce que on a évité la catastrophe, entre guillemets, c'est la traite des chèvres. Pendant longtemps, on obsédait sur la nécessité de ne rien perdre de ce que les chèvres nous donnaient. On se disait, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts, donc on ne peut pas se permettre de jeter de lait ou d'en perdre. Donc, on faisait une traite dans les règles de l'art et le matin et l'après-midi. Et puis, on essayait de tout transformer en fromage, puis on paniquait quand on voyait qu'on n'était pas capable de tout transformer. Alors, à un moment donné, on est parti en voyage, puis là, les enfants s'occupaient des chèvres. On a dit, mais regarde, faites une traite dans les règles de l'art le matin, c'est-à-dire avec l'équipement stérilisé. Hein, donc, on sort avec les gants, on nettoie le pis, on filtre le lait, on le réfrigère rapidement, on note, on met ça en bocal. Tout ça pour que le lait soit que l'innocuité du lait soit la plus certaine possible. Et puis, on a dit l'après-midi, ben, regarde, prenez le lait, puis donnez-le aux poules. Alors là, on s'est dit, mon Dieu, mais quelle bonne idée. Alors, dorénavant, le lait du matin est consacré à la consommation humaine et puis le lait du soir est réservé à la consommation animale. Alors, on prend le lait, on le traite là, de façon relativement vite fait, bien faite, dans un seau en plastique. Je rajoute une goutte de présure, ça caille, puis le lendemain, je l'offre au volaille. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que, bon, la traite du soir est beaucoup moins longue à effectuer que celle du matin. On économise sur la moulée parce que je leur donne quand même une quantité substantielle de lait caillé, qui est évidemment, c'est du lait cru, extrêmement nutritif, issu d'animaux élevés au pâturage eux-mêmes, là, donc qui ont une alimentation quand même assez holistique. Et puis, ben c'est ça. Là, on économise du temps. Donc, on appelle ça un moment d'épiphanie qu'on a eu. Donc, de se dire, regardez, là, on peut des fois couper sur la charge de travail, puis avoir le goût de poursuivre. Parce que là, on approchait, je pense, du moment où on allait juste carrément arrêter de traire
les chèvres. Ouais. En tout cas, ça me parle. Je l'ai rarement dit à l'antenne, mais j'ai aussi 2 chèvres, dont une en lactation. On vient de passer de 2 traites à une le matin, puis Ouais, ça change tout parce que même de ce fait-là, on peut recevoir un peu plus d'aide quand on n'est pas là parce que c'est une fois par jour au lieu de 2 fois. ben oui, Donc c'est des petites ben oui. choses. As-tu un autre exemple anecdotique, sur les cultures potagères? Comme je le disais, nous, on Oui, oui, vient oui. plus de ce monde-là, entre Ben guillemets. oui. Ah mon Dieu, dans les cultures potagères, dans la serre, on a appris à. Ben c'est ça, c'est sûr que nous, on a une serre. C'est absolument essentiel ici en zone de rusticité 3A à 500 mètres d'altitude. Ça nous permet de planter le 1er mai. Tu sais, on a appris à planter, à partir nos semis au meilleur moment possible pour nous, pour limiter la quantité de repiquage. Je me suis rendu compte au fil des temps que c'était pas mieux transplanter un plant plus gros parce qu'il allait essentiellement avoir plus de difficultés à s'acclimater. Je me suis rendu compte à un moment donné, une année, qu'un plant de tomates tout petit rattrapait le plant de tomates transplanté plus gros, puis donnait finalement la même quantité de tomates, c'est-à-dire environ 25 livres par plant dans notre Mmh. serre. Donc là, on a réalisé que on n'avait pas besoin de partir aussitôt, puis on n'avait pas besoin de repiquer aussi fréquemment. Donc, encore là, économie d'énergie. Dorénavant, on applique un insecticide à base de piment, une macération de piment avec un peu d'eau et un peu de savon peut-être. C'est la recette de Yves Gagnon là, dans son livre Le jardin biologique. Écologique, ouais. Donc là, maintenant, quand on rentre, on transplante dans la serre nos semis, puis on arrose tout le monde. On ne se pose plus de questions, on n'attend pas les attaques des milliers de Les uns les ravageurs autres. qui attendent juste ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est des manières, par exemple, pour les carottes, de se dire, ça ne sert à rien de tout récolter à l'automne. On récolte jusqu'en décembre, jusqu'en janvier, sous la neige. On met un peu de paille, une bâche. Donc, on évite pendant la cohue de l'automne d'avoir à tout récolter et à tout rentrer dans la chambre froide alors qu'elle n'est pas encore aussi froide qu'on le voudrait. De cultiver des patates avec la paille, ça aide beaucoup. Au niveau du désherbage, des trucs qu'on ne fait plus, on est moins, on désherbe moins systématiquement. On sait que, par exemple, laisser pousser les mauvaises herbes au début, c'est mieux, puis on peut les arracher plus facilement. Les cultures intercalaires dans le maïs, hein, on installe, on plante le maïs, on sème le maïs, puis une fois que la plantule a quelques dizaines de centimètres de hauteur, on désherbe une fois, puis on envoie à la volée une culture intercalaire de lin. Et puis ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de Mmh désherber, mh. pas que ce soit jusqu'à la fin. Donc, c'est des petits trucs qu'on apprend en faisant les cultivars qu'on choisit, les vivaces, le fait de ne pas non plus essayer d'avoir trop de variétés, si on se concentre sur les aliments de base, qu'on est efficace, qu'on a des rendements qui sont d'année en année fiables, c'est mieux que d'avoir toute la panoplie là, de légumes qu'on peut vouloir manger dans l'année. Je vais mettre sous nos yeux, une photo aérienne Mhm. de chez toi. Je pense qu'elle a 2 3 ans. Je me suis pas permis de prendre celle du livre. Mais, dans ton livre, juste pour nos auditeurs, tu expliques bien toutes ces techniques par culture. Oui. Que là, tu as nommé les cultivars. J'ai pas souvenir les avoir vus dans le livre, mais Ah, j'ai nommé les cultivars. Ben, en fait, je ne fais ouais, pas d'annonce nécessairement. Tu sais, les cultivars, vous prenez ouais. ce que vous voulez. Nous, en zone de rusticité 3A, le seul maïs qui arrive à porter son fruit, c'est l'espresso, qui est une F1, donc qui est une plante hybride. Je n'ai absolument pas de mal à défendre mon utilisation de certaines plantes hybrides. Donc, on ne conserve pas les semences de maïs espresso, on les achète à chaque année. Idem Mmh. pour les carottes, qu'il faut de toute façon élever pendant 2 ans. Conserver ces semences, c'est aussi quelque chose, je pense qu'il faut travailler à temps plein, là, dans la mesure où si on va avoir différents cultivars qui se côtoient, c'est pas tout le temps la meilleure idée après ça de reprendre les semences de ces cultivars-là. Il faut travailler en îlot. Puis nous, on n'a pas la place. Nous, on a une grande parcelle de 100 mètres carrés, puis une plus petite de 40 mètres carrés. C'est là-dessus qu'on fait notre maïs, nos carottes, notre ail et puis nos patates. Donc, nous, on veut produire 500 épis de maïs, 800 carottes, 500 têtes d'ail et puis 70 plants de patates pour en avoir, je crois, 150 kilos, donc 300 livres.
C'est ce qui C'est nous déjà permet. des bonnes quantités, hein? Oui, mais On c'est s'entend. tout. Et, hein, là, on ne le voit pas, ceux qui voient Ouais. pas. Mais je veux dire, tout ça, là, ça se plante. C'est tout le temps une heure ou deux, hein, planter tout ça, récolter tout ça. C'est hallucinant, j'en revenais pas en regardant nos chiffres parce que toucher terre, c'est un grand effort comptable aussi. Savoir combien de temps ça prend, quel rendement on va avoir, mais le tout, là, le désherbage, le plantage, la cueillette. Puis j'étais assez surpris de voir que au niveau du maïs, la récolte de 500 épis, les blanchir, les égrener, puis mettre ça dans des sacs Ziploc pour le congélateur, ça prenait une demi-journée. Tu sais, les gens aiment beaucoup dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis là, vous faites, puis nous accuser, entre guillemets, d'être fermiers, puis de ne faire que ça, alors que c'est absolument pas le cas. Mais on peut être. Tu sais, c'est sûr que là, on est à notre 10e année, là. Donc, on a peut-être un gain d'efficacité qui est enviable, mais on a autant de problèmes que n'importe qui à chaque année. Il y a quelque chose qui va moins bien. Il y a des années où les mauvaises herbes poussent de manière plus agressive. Mais bon, on arrive tout le temps à tirer Mhm. notre. En même temps, nous, on a des ressources comme ton livre pour accélérer un petit peu la courbe d'apprentissage. Ben, Et celui-ci, maintenant, ouais, oui, des balados et maintenant une application. On peut aussi se dire que d'année en année, on a de quoi s'informer quand même. absolument, absolument. Moi, j'avoue que j'ai pris l'approche, je vais apprendre par mes erreurs, je vais apprendre sur le tas. En autosuffisance. Ben, en autosuffisant. En me disant, au pire, si ma culture de patates se solde par un échec, on sait qu'on peut acheter des patates à un prix dérisoire à l'épicerie, là, tu sais. Je veux dire, Mhm. c'est la différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à la valeur d'usage. C'est-à-dire, pour moi, une pomme de terre que j'ai fait pousser, 300 livres de pommes de terre que j'ai fait pousser, ça a une valeur inestimable pour moi, pour plusieurs raisons. Ça me donne la sécurité. Je suis capable de me dire que jusqu'à temps que mort s'en suive, je vais probablement être capable de manger des patates. Est-ce que les gens qui ne font que les acheter peuvent dire ça? Non. Est-ce que la probabilité qu'ils ne puissent plus en acheter à un moment donné est forte? Probablement pas non plus. Mais en même temps, si tu mets ça sur l'ensemble de ce qu'on fait, tu sais, j'ai l'impression qu'on se garantit beaucoup de jouissances futures en étant capable de produire les aliments d'une qualité, je pense, inégalée, là. Puis, Et c'est ça, on n'est pas, puis on se sent aussi, c'est pour ça qu'on est rentré là-dedans. Il ne faut pas oublier que quand on achète un aliment à bon compte, c'est pas juste une question de valeur nutritive, mais c'est une question aussi de valeur, je dirais, éco-sociale, dans la mesure où tu sais, oui, je suis capable d'aller acheter une conserve de haricots à 99 sous à l'épicerie, mais dans quelles conditions a-t-elle été produite? Ceux qui se posent beaucoup de questions vont peut-être sentir une espèce de malaise à profiter d'aliments qui sont vendus à des prix dérisoires parce qu'ils savent, en s'intéressant à la genèse de cet aliment-là, que la raison pour laquelle ils sont offerts à si bas prix, c'est qu'il y a des gens derrière ça qui les produisent et qui sont en situation de précarité extrême. Si tu te fous de ça, bon, mais nous, on ne s'en foutait pas au début des années 2000, puis on était face à deux choix. Soit qu'on se met à essayer de trouver des paniers bio, aller voir des producteurs, essayer de faire confiance à la certification bio, de se dire que ce qu'on se fait raconter dans les marchés publics, c'est tout bon, c'est tout vrai, ou le faire nous-mêmes. Puis ben, ça nous est apparu évident que la seule façon d'avoir une quelconque idée de la trace entière de l'aliment qu'on consomme, c'est de le produire. Puis en produisant ces aliments, on comprend mieux à quel point c'est illusoire de penser qu'un aliment bon marché a été fait dans le respect et des animaux non humains et des animaux humains. Donc, c'est une question éthique aussi. Donc, éthique, environnementale, santé physiologique, donc toutes les sphères de la santé humaine, je pense, sont sollicitées quand on ont été sollicités chez nous, en tout cas quand on a fait ce choix-là, de remonter à la source, puis de reprendre sur nos propres épaules une partie du poids euh, très, très important qui est lié à l'existence, à notre existence humaine. Si les gens savaient
le poids qu'ils mettent sur les épaules des autres pour exister, je pense qu'ils trouveraient ça un peu alarmant. Et c'est super, tu as insisté sur les conditions de production de ce qu'on achèterait à l'extérieur. Mais je t'ai trouvé assez éloquent sur le sujet de sa propre santé, outre le fait qu'on améliore ou qu'on évite des conditions déplorables ailleurs. On, on aurait dit, arrête-moi si je me trompe, mais que tu suggères aller passer un jour sur cinq. Donc, si on travaille 5 jours sur 7, un peu comme moi, même si je suis sur mon propre entrepreneur, et j'ai aussi la tare de vivre un métier extrêmement informatisé, donc autrement dit derrière l'ordi, pour être concret. Et donc pour moi, produire, c'est aussi une opportunité de retrouver une forme de santé mentale et physique. Et que toi, tu as vécu aussi toutes sortes de chapitres, un chapitre éprouvant en tant que restaurateur. Mhm. Comment tu nommes et tu vis Mhm. cette autonomie partielle élémentaire et Mhm. l'impact sur sa propre santé? Ben moi, j'ai toujours été travailleur autonome, donc le saut pour moi a peut-être été moins grand que ce le serait pour quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a qu'une force de travail à offrir à la société en contrepartie d'un salaire qui va lui permettre de tout acheter. Quand tu... L'école est très bonne, je trouve, pour être très dévalorisante au niveau de l'autonomie élémentaire. Je pense que c'est le fait moderne, c'est l'hyper-spécialisation, c'est de dire aux gens, le généralisme, c'est pour les pauvres. Nous qui sommes instruits, spécialisons-nous, restons à l'école le plus longtemps possible pour pouvoir aller chercher un emploi dans une niche qui va nous être quasi garantie, tellement on va avoir une compétence étroite. Moi, n'ayant pas été non plus incroyablement compatible avec la forme d'enseignement qu'il y avait au secondaire, c'est-à-dire que j'avais des notes très ordinaires, mais je participais à toutes les activités parascolaires, les expositions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les activités qui sollicitaient ma créativité. Puis, si on lit, si on se réintéresse, puis on devrait, à Small is Beautiful de Schumacher, que j'ai traduit par La grande beauté de la petite échelle, une des choses qu'il dit, c'est que permettre à l'humain d'exprimer sa créativité, c'est à la base de la pyramide des besoins essentiels, finalement. De Maslow, oui. C'est ça. Ben, c'est-à-dire, il ne dit pas Maslow, lui, mais lui, il met quelques catégories. Il dit utiliser des outils de base technologique qui peuvent être réparés localement. Puis bon, puis un des éléments qui donne, c'est exprimer sa créativité à travers ce qu'on fait au jour le jour. Et puis moi, évidemment, quand je suis arrivé dans l'environnement paysan, fermier, le bricoleur et comme un poisson dans l'eau dans cet environnement-là, parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer. La promesse de pouvoir accélérer un procédé ou s'en tirer avec moins d'efforts pour en arriver à quelque chose est tout le temps là. Donc, tu sais, je pense que pour moi, le sens vient d'être capable d'agir sur mon environnement, de réduire le fossé entre vouloir puis avoir en utilisant le pouvoir. Pour moi, pouvoir, ça ne veut pas dire avoir de l'argent, contrôler les autres. Pour moi, pouvoir, ça veut dire être capable d'agir sur mon environnement. Pour moi, comprendre, ça veut dire avoir une portée prédictive sur ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je pense que pour la plupart des gens qui ont un peu délaissé cette manière-là d'interagir avec le monde, se retrouver dans un environnement où ces gestes sont intimement liés avec un résultat dont ils vont pouvoir immédiatement, ou en tout cas complètement profiter, c'est-à-dire faire pousser une carotte puis la manger, traire une chèvre, faire son fromage, le manger. C'est pas du tout la même chose qu'acheter un fromage puis qu'acheter une carotte. Et puis, pour moi, ça me donne ça me calme, ça me donne beaucoup de sécurité de savoir que tout ce que j'aime manger, dans ce cas particulier-là, je suis capable de le produire. Donc, quand je dis il faudrait que la société déjà accorde au milieu de l'éducation la possibilité d'enseigner aux enfants des compétences pratiques, manuelles, fermières, d'élevage, de culture, de construction,
se loger, se nourrir, se vêtir, les, les pratiques qu'il faut, les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir travailler là-dessus, ça donnerait incroyablement de confiance en soi à ces enfants-là qui se diraient, quand pour eux, l'école, ça devient secondaire, je suis capable de survivre, je suis capable de, 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 de me prendre en main puis de supporter les bases de mes besoins de départ. Donc, si la société forme des humains qui ont confiance en eux parce ils ont des compétences variées, ils sont polyvalents, ils vont être moins stressés d'être dans un environnement plus ou moins Mhm. compétitif où il faut se battre pour aller chercher le salaire parce que sans salaire, on n'est rien. Et puis, en même temps que ça, avoir une société qui accepte que les gens investissent pas l'intégrité de leur temps à gagner de l'argent, à occuper un poste devant un ordinateur la plupart du temps. Et puis donc de dire, OK, 3 jours semaine, que ce soit en présentiel, que ce soit à la maison, 3 jours semaine, on l'offre à un employeur qui a besoin de main-d'œuvre pour faire rouler le capitalisme. Là, OK, fine. On ne peut pas tout démonter en même temps. Mais bon, si on veut, on se dit 3 jours là-dessus, ben 2 jours, puis quand je dis 5 jours, on peut travailler sur 7 jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler du 5 jours. C'est comme si pour la fin de semaine, c'était une espèce de zone sacrée. Nous, il n'y a aucune différence entre la semaine et la fin de semaine ici en passant. Ça, c'est quelque chose pas qui choque, mais qui étonne beaucoup. Nous, on peut inviter des amis à souper le mardi. Bon, encore là, il faut des amis qui, eux, ne sont pas pris dans la même machine que je Euh, critique. Ça pour dire que, tu sais, de se dire, OK, je donne 3 jours de ma force de travail à quelqu'un d'autre qui en fait ce qu'il veut, mais je m'en garde pour moi. Et puis, je produis, je recycle, je répare, j'apprends, puis je m'émancipe, je m'autonomise. Tout ça, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se donne ce droit-là dans la société. Peut-être Pour les c'est auditeurs, connecté en à ma fait, question de départ. Ouais. oui, vas-y. Parce que non, je dis, c'est que peut-être j'ai peut-être ma réponse à ma question de départ au sens où je t'ai dit d'où tu sors l'énergie, parce que comme si je voyais que tu avais 3 vies en une, mais en fait, tu as beaucoup plus d'espace dans ta vie de par le fait que tu es peut-être moins tiraillé par Mais je l'hypothèque pense d'un côté. que tu Ouais. dois sur quelque chose, tu me fais réaliser quelque chose que j'ai jamais. En fait, j'en parle souvent, mais pas dans ce contexte-là. Je pense que compartimenter ses compétences et ses intérêts, ça consomme énormément d'énergie. Puis je pense que ça fragilise énormément la santé mentale des gens. De se dire juste, j'ai tout le temps, moi, eu horreur des gens qui sont une personne au travail, une autre à la maison. Puis des gens qui me disent, là, si on était chez nous autour d'un verre, je te dirais ça, mais là, en tant qu'inspecteur de telle affaire, en tant que représentant de telle institution financière, je comprends ce que tu dis, mais il faut que je te dise que non, oui, c'est pas possible, fais ci, fais ça. Fait que je pense que il me semble que ça sonne une cloche par rapport à quelque chose qui est connu ou qui existe, mais je pense que de se compartimenter, c'est très Mhm. malsain. Je pense que moi, quand je me lève le matin, je fais tout ce que j'ai à faire, puis que je me couche le soir, je recommence le lendemain. Je ne, tu sais, je ne compartimente pas. Excellent. Et non, non, c'est vrai, je suis vraiment d'accord. En plus de la pression financière, comme tu dis, le fait de compartimenter pourrait fragiliser qui on est, qui est si sacré. Mm. Et tu as utilisé le mot omniculture, circularité dans ton sous-titre, guide d'omniculture responsable. Et comme je te disais, comme nous, on est plutôt une communauté potagère, ça Ah, serait, pareil. ça serait quoi les explorations extra potagères que tu pourrais suggérer pour commencer des nouvelles formes de circularité? Qu'est-ce que tu entends par circularité? Utiliser les fientes des poules pour la fertilisation de tes parcelles OK. ou dans ton cas c'est la litière de chèvre, tu sais, pour qu'un Oui, oui. entrant devienne un sortant, ou l'inverse plutôt. Ben, comme tu disais, c'est ça. Moi, j'essaie tout le temps de limiter les intrants dont on est. Moi, je présume que si tu as un système potager qui fait ton affaire, qui roule bien, donc tu n'as pas de problème important au niveau de la productivité,
de t'interroger sur ce que tu achètes puis que tu consommes. Par exemple, moi, je travaille avec le presse-motte, donc je n'achète jamais de pot. En fait, oui, ben, on repique les tomates dans des pots de yogourt. Puis ça, bon, on en achète, il faut croire, l'hiver, on achète du yogourt. Euh, c'est le fun aussi, le lait de chèvre, le lait de vache, c'est pas la même chose. Je veux dire, la saveur n'est pas la même, donc on Mhm. va à l'épicerie. Hein. Des fois, les gens disent, allez-vous à l'épicerie? Ben oui, on va à l'épicerie. On achète du sucre, de l'huile, du café, on achète du vin. On va même acheter du fromage bleu. On ne fait pas de fromage bleu, on en achète. Mais bref, c'est ça, c'est d'essayer peut-être de limiter les intrants, d'expérimenter peut-être aussi avec le pays. C'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'utilité. Mais sinon, je ne sais pas trop, là, je pense que je veux dire, il y a une limite à partir acheter des semences, je pense que ça fait partie de la vie du jardinier. Là. C'est le fun et puis ça garantit un rendement parce que si tu conserves des vieilles semences, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Là. Mais peut-être que. J'ai bien aimé dans ton livre que tu disais que un des rôles du jardinier, c'est d'apporter du humus. Ah oui, je pense que la matière organique est des fois. L'importance de la quantité de matière organique est sous-évaluée par rapport à la fertilisation. On parle souvent là, de compost là, qui est de qui est de la nourriture à plantes, mais ici, n'importe quel compost va d'abord jouer le rôle de créateur de matière organique. Puis j'ai l'impression que plus on en a épais, plus donc on est capable d'absorber d'eau, on est capable de planter des légumes racines qui vont avoir une taille Hmm. euh, De appréciable. l'allure. Faut dire aussi que nous, on est en montagne, donc il y a très, très peu d'humus ici. Donc, c'est très rapidement devenu une nécessité tu sais, quand tu déchaumes, puis que tu vois en dessous, c'est du sable et des cailloux, c'est correct, tu te dis ça va bien percoler là-dedans, mais on ne sera pas inondé. On est en montagne, donc l'eau a tendance à descendre et non pas à remonter. Donc, moi, quand je fais du compost avec la litière des chèvres, je sais que ce n'est pas de la dynamite comme celui que je fais avec les fientes de poule, parce que la quantité d'azote conservée dans du crottin de chèvre est beaucoup inférieure à celle qu'on a dans une fiente de poule. L'urine des chèvres va se volatiliser ou en tout cas perdre de la potence, de l'intensité de son azote. Donc, tu sais, quand tu mets beaucoup, beaucoup de paille, parce que nous, on travaille en litière accumulée, inévitablement, tu vas avoir un compost qui a beaucoup, beaucoup de matière carbone, puis un peu moins d'azote. Mais quand on composte ça, puis que ça fait une belle terre, c'est tout bon parce que quand j'ajoute ça sur mes parcelles, ben, je bâtis ma matière organique. Mhm. Puis c'est de ça que la plupart des gens se plaignent dans les cultures industrielles, que la terre se fait ramasser par le vent l'été à l'automne ou au printemps. En tout cas, quand les cultures ne sont pas établies, l'érosion embarque là-dedans, la terre se ramasse dans les cours d'eau et puis on perd de la matière organique. Là. Mais je trouve que quand on parle de productivité, on pense souvent aux gestes techniques, le bon outil, le binage et autres, alors que ce geste technique qui est plutôt systématique, celui de bâtir la fertilité de sa terre, on l'oublie un peu parce qu'il peut-être qu'il est en plusieurs années, mais il est tout aussi productif Oui. Ben, c'est qu'on sur se sa fait vendre finalité. aussi beaucoup de. Les gens ça dépend d'où tu arrives là-dedans. Moi, je suis arrivé là-dedans, tu sais, à partir après avoir lu, vu et entendu des auteurs être très critiques de l'agriculture industrielle, mécanisée, productiviste, tu sais, suite à la Révolution verte, qui exploite tu sais, la plante comme un être vivant aux soins intensifs, là, tu sais, intubé de toutes parts, à qui il faut tout donner, puis les engrais synthétiques. Pour la plupart des gens qui ne viennent pas de là pensent que le 20-20-20, c'est mieux qu'acheter de carburant à lactysol puis au compost de crevettes, c'est la panacée. Alors que moi, je vois tout ça comme des intrants, dont si j'en deviens dépendant, des intrants qui, si j'en deviens dépendant, me gardent prisonnier d'une industrie
Donc, ça va en sens inverse de mon désir d'émancipation puis d'autonomie élémentaire. Tendre vers l'autonomie, c'est aussi essayer de s'éloigner des intrants. On peut commencer avec ça si on veut, mais après ça, oui, comme tu dis, il faut un sol vivant, auto-fertile presque. Moi, dans la serre, c'est les poules qui sont là l'hiver, les plantes l'été. Alors, évidemment, je n'ai jamais rien ajouté au sol. Je dis ça, j'ai 30 poules. Évidemment que j'ajoute quelque chose au sol. À chaque semaine, je mets 10 kilos de feuilles mortes du 1er novembre au 1er avril. Là, ils viennent de sortir dehors. Donc là, le sol a eu sa dose de fientes et de feuilles mortes. Mais parce que tout ça est vivant, que le sol reste vivant, qu'il y a 18 pouces de terre dans la serre, c'est bourré de vers de terre quand je passe la grelinette. Il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de méthanisation parce que l'azote est imbriqué aux feuilles mortes puis au sol vivant, Équilibré, oui. équilibré. Alors, tu sais, je veux dire, est-ce que la serre est auto-fertile? C'est peut-être exagéré de dire ça, mais chose certaine, depuis 10 ans, euh, c'est luxuriant là-dedans quand on plante ce qu'on y plante, là, c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, kale, cornichons, concombres, pois et courges. Et puis, une année sur deux, le plan de Loufa. Je vais vous dire un secret, le maudit plan de Loufa d'Amélie. parce que, parce que c'est monstrueux, un plan de Loufa. Là. C'est gros comme 4 pianos. Là. Et puis, le piano droit. Là. Et puis, ça fait des massues qui sont grosses de même. C'est grosse comme une massue Excellent. d'homme des cavernes. Et puis, ça sert d'exfoliant, d'éponge exfoliante dans la douche. Et puis, bon, au lavabo, elle a essayé de nous convaincre que c'était mieux qu'une éponge à récurer. Mais quand je dis on, moi, les garçons, euh, ça frotte, en tout cas. Étant quelque chose d'organique, là, quand c'est mouillé, ça ramollit un peu. En tout cas, tout ça pour dire que vous pouvez vous permettre là, de faire pousser des choses une année, pas le faire l'autre. Avec les chèvres, une année, cette année, on prend un break de lait. Aux 4 ans, on ne permet pas aux boucs de les saillir. Et puis, les chèvres ne donnent pas de lait. Donc, il faut se permettre aussi ces cycles-là. Une année, si vous faites du poulet, vous n'en faites pas. Si je veux dire, c'est ça là, la beauté de l'affaire. Quand on est dans l'autoproduction, pour l'autoconsommation, on doit comprendre qu'on est maître de ces choix et ce ne sont pas nos choix qui doivent être maîtres de nous. Donc, il faut se permettre d'abandonner une culture une année pour juste mieux y revenir. Souvent, l'année de repos nous a donné des idées. Et puis, tu sais, Ouais. c'est correct, pas faire pousser de laitue une année, cette année, parce qu'il faut quand même suivre le cycle d'assez près, parce qu'à un moment donné, on est envahi de laitue. Puis, voilà. Au pire, tu utilises l'argument des rotations de culture pour Ouais, sauter une année sur d'autres. ouais, ouais, Et ouais. je voudrais être sûr que nos auditeurs ils comprennent bien ton livre. Donc, moi, j'ai nommé volontairement l'omniculture et la circularité entre le monde animal et végétal avec tous les petits gestes techniques qui sont sublimement illustrés. Et il y a une autre force de ton livre, on pourrait l'appeler la comptabilité. Ouais. Et des fois, on a l'impression que pour se foutre la paix, compter, c'est pas vraiment se foutre la paix dans son quotidien. Mais tu as fait cet effort-là pour nous, entre Oui, guillemets. Mais pourquoi? pour nous, alors Pour je nous, m'inclus dans. auditeurs, Oui, lecteurs. Ouais. c'est ça, pour nous, pour moi, puis pour eux. Parce que nous, on donne des ateliers en nous à la ferme. Et puis, c'est complet cette année, là, donc c'est ça. On oublie ça pour cette année. Merci. Euh, On va couper ça au montage. C'est ça. Ben, tu vois, Toucher Terre, ça a été l'ossature de Toucher Terre, c'est les questions qu'on se fait poser depuis 10 ans par rapport à notre mode de vie. D'abord, les gens veulent savoir où on gagne notre argent. On y reviendra, là, mais je vais rester sur ta question. Ben, en fait, c'est lié. Comptable, argent. Donc, ce que je voulais, la deuxième question qui vient, c'est combien de temps ça vous prend? Puis quand tu es là-dedans, c'est comme quand tu es travailleur autonome, tu es toujours en vacances, tu n'es jamais en vacances. Est-ce que quand je dors la nuit, la porte ouverte, la fenêtre ouverte, pour pouvoir entendre si les poulets se font taquiner par un raton laveur quelconque ou un renard,
chose qui n'arrive pas parce qu'on a des chiens, mais est-ce que je suis en train de travailler? Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. Donc, tu sais, ce qu'on voulait vraiment, c'est on a acheté un gros, gros calendrier, puis à chaque jour, on écrivait combien d'heures on avait mis à chaque tâche. Donc, on découvrait un peu nous-mêmes notre emploi du temps. On se surprenait souvent à en arriver avec des 15 minutes, des 20 minutes, des 30 minutes. Quand tu es à genoux dans la terre à désherber, le temps passe plus lentement. Je ne dirais pas que c'est un facteur de pénibilité. Je pense que c'est un peu comme, c'est un état, tu es tellement absorbé ou en tout cas tu es tellement présent au moment que le temps se met à passer moins vite. Il faudrait qu'on en reparle. Je ne sais pas trop comment on fait pour. C'est qu'on ne se met pas sur le pilote automatique autant, on se promène d'un truc à l'autre et puis on se rend compte qu'en en une heure de travail physique où on est absolument dédié à la tâche, on accomplit énormément. Donc, en compilant tous ces chiffres-là à la fin, on en est venu au calcul de 550 heures totales pour l'année. Évidemment, c'est une courbe normale dont le haut de la cloche est au mois de juillet-août, là, moment où tout est en feu. Mais là-dedans, tu sais, 550 heures, il y a la traite qui prend beaucoup de temps. L'abattage, quand on le fait, en tout, va avoir pris quand même beaucoup de temps aussi. Donc, ce qu'on voulait, c'est de dire aux gens, ben, voici combien de temps ça nous prend, nous, de un. Mais voici combien de temps ça pourrait vous prendre, vous, si vous faites sauter, par exemple, Oui. la chèvre laitière, puis le poulet de chair, et puis ci, puis ça. Donc, ça permet aux gens de se dire, mon Dieu, avec tant d'heures, avec 100 heures, 200 heures semaine, je suis quand même capable d'accomplir beaucoup. Tu disais que nos parcelles potagères étaient grandes, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est, tu sais, planter 100 épis de maïs ou 500, ça ne prend pas 5 fois plus de temps, 500. Ce qui est long, c'est d'avoir à sa disposition les semences, c'est d'avoir décidé où quoi allait, avoir installé ces quadrillés pour mesurer. Puis quand tu es prêt à partir, tu pars. Puis là, quand ça devient automatique puis répétitif, ça va très, très vite. Là où on investit le plus de temps, c'est au départ à penser à tout ça, puis à hésiter. Puis tu sais, c'est comme quand il faut que tu fasses du ménage. Si tu regardes ça, tu arrives dans un établi complètement en désordre. Il ne faut pas que tu y penses trop longtemps. Tu es mieux de sauter dans le ménage, puis tu vas être Ah ouais. surpris après une heure ce qui a été fait. Tu vas dire, mon Dieu, on dirait que j'ai un nouvel établi. Fait que, tu sais, il y a ça dans le truc fermier. C'est pour ça que la routine est importante. C'est pour ça que d'en arriver à un moment où on consolide, on arrête d'ouvrir, on arrête de défricher, on arrête d'ajouter, puis on fait juste faire ce qu'on a à faire. Là, on se rend compte que, mon Dieu, c'est comme avec la traite des chèvres. Tu sais, au début de La Ferme Impossible que j'ai écrit en 2015, en fait, vers la fin du livre, je dis quelque chose que je suis encore capable de ressentir aujourd'hui. Puis je dis que on venait d'arriver là-dedans, on venait d'acheter trop d'animaux d'un seul coup, ce qui est l'erreur de beaucoup de gens, incluant nous, de s'éparpiller un peu trop. Puis là, je parle d'un vertige dont je suis pris. De me dire, mon Dieu, je viens de me mettre le bras dans une espèce de tordeur, dans l'inéluctable de la routine. Est-ce que je me suis moi-même emprisonné dans quelque chose? Puis, puis je poursuis en disant, mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Puis au contraire, cette routine-là dans laquelle on s'est embarqué se met à nous nourrir, à nous en donner beaucoup plus que les autres routines dans lesquelles on s'est embarqué. Avoir un restaurant, c'est bien pire que d'avoir une fermette, surtout si c'est ouvert comme nous du samedi, du mardi au dimanche, le midi et le soir. Je veux dire, c'est absolument inéluctable. Ici, à la limite, si on se dit, ben là, aujourd'hui, ça ne me tente pas trop, tu fais le minimum, puis tu es correct. Là. Donc, c'est normal au début, quand on se reprend en main, de ressentir un vertige du fait de s'être repris en main. Mais quand vous faites quelque chose qui inévitablement va mener à une abondance d'aliments, la plupart des gens disent qu'ils sont extrêmement fiers, puis qu'il n'y a pas meilleure tomate que la leur, etc., etc. Tu sais. Ça, à un moment donné, ça arrive, puis ça revient, puis ça stabilise là, l'effort.
En tout cas, je trouve que ça amène un nouveau type de défi pour ceux qui veulent, se lancer dans ce genre de culture ou élevage. C'est de se dire: non seulement on le fait, mais on le fait avec précision. Bah, c'est sûr qu'on a le droit d'explorer au début, mais moi, je repense à mes premières années, au jardin où je faisais un déni complet sur, l'importance du paillis ou encore de la bâche d'occultation. Donc j'étais complètement débordé par les mauvaises herbes, pour les appeler comme ça ou autres. Puis le C'est fait ça, que je passais, 3 ou 4 fois plus de temps que ce que ton, graphique, le suggérait, ça montre que j'avais quelque chose à apprendre quelque part. Fait que je trouve que ça permet un peu de borner bah, après on a le droit d'être, dans une autre culture et projet mm, où on veut perdre du temps là, c'est aussi mm. un droit, Mais je pense que heu, peut-être que tu heu, surévaluais le temps, peut-être que tu mettais au désherbage parce que ça te, ça te frustrait beaucoup, puis ça te fâchait. Tu sais, c'est comme se rendre à quelque part où on n'est jamais allé en auto. On a l'impression que ça prend 3 fois le temps que ça a pris. Les fois d'après, ça a l'air d'aller plus vite. C'est que le nouveau est drainé. c'est Alors, exactement ça, oui. installé dans quelque chose, ça va mieux après. On s'en va sur la «fin» entre guillemets. Je trouve que tu avais une approche du mot débrouillardisme, et c'est aussi la raison pour laquelle tu fais pas de mentorat particulièrement. Mhm. Heu, Qu'est-ce que tu dirais justement sur ce thème-là que, on peut tous apprendre quelque part? Ben, c'est la confiance en soi qui nous manque, qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, parce que on n'a jamais appris à se débrouiller avec les moyens du bord. Euh, Puis je pense qu'il faut se donner. Il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre. Il faut juste passer par-dessus cette espèce de petite réticence qu'on a là au début, cette panique-là. Tu sais, moi, mon tracteur, il y a quelque chose qui arrête de fonctionner. Je connais rien là-dedans, là. Mais j'ouvre, puis, puis là, je fais rouler, puis je tire, puis je pousse, puis à un moment donné, je vois quelque chose de brisé, ou je me dis, ah ben là, si ça ne marche pas, il y a peut-être quelque chose de pris là. Fait que, tu sais, il faut. C'est d'abord dans la tête hein, qu'on se dit qu'on est incapable de faire quelque chose. Tout le monde, tous les grands motivateurs publics, je présume, vont vous le dire. Mais la débrouillardise, c'est un muscle comme beaucoup d'autres choses, comme l'écriture, comme la musique. Plus on le travaille, meilleur on est. Avec la musique, il y a quelque chose aussi, je trouve, quand tu essaies d'apprendre un morceau, tu essaies d'apprendre les accords, les paroles, puis là, à un moment donné, tu arrives à un moment où tu sens que tu es arrivé un peu au bout de ta compétence immédiate, tu arrêtes. Le lendemain, quand tu reprends l'instrument, bing, les accords reviennent. C'est ça, je pense, en toute chose. Il faut juste se donner la peine de sauter, et puis ça va venir tout seul, puis tout est interrelié. Ton approche à la résolution de problèmes dans un potager est la même que pour un tracteur, que pour en l'observation, on ne le dira jamais assez, est la mère de toute bonne invention. Donc, se donner le temps, regarder on achète une terre, ben, demeurer 1 an ou 2 à observer où est-ce que ça fond en premier au printemps, où est-ce que l'eau va, et puis Mmh. essayer de, un peu comme dans c'est un peu ça la mentalité de la révolution d'un seul brin de paille, là, du japonais, je pense. Fuku, Ouais, ouais, il est dans ton livre au tout début, j'en parle je dans mon m'étais livre, noté de c'est-à-dire de ne pas s'opposer, de ne pas essayer d'être contre la nature, mais avec elle. Et puis, la débrouillardise dans ce contexte-là devient assez rapidement un accompagnement de ce qui paraît le plus naturel possible. Pas naturel nécessairement dans le sens de l'environnement géophysique, là, mais dans ce qui va de soi. Donc, moi, c'est en suivant mon instinct que j'en suis arrivé à construire ce que j'ai construit, à inventer ce que j'ai inventé. Donc, ça vient de soi, je pense. Il faut juste s'en donner la peine, s'en donner surtout le droit. Je pense que c'est ça le plus problème beau pour mot, la oui. plupart des gens, il faut qu'ils se donnent le droit, il faut qu'ils se disent, ben là, j'ai essayé d'autres affaires, là, je vais aller vers autre chose maintenant, puis qu'est-ce que tu veux qui arrive au pire? Là? Rien qui va arriver de dramatique en s'en allant vers la paysannerie. Au contraire, il faut juste y aller
progressivement. Il ne faut pas arriver là-dedans avec un grand plan d'ensemble extrêmement rigide, qu'on a justement un collège qu'on a assemblé à partir de trop de livres, trop de YouTube, trop de ci, trop de ça. Là. Il faut vraiment arriver puis réagir au lieu, à l'environnement, et puis installer là-dedans ce qui semble le plus compatible avec cet environnement-là. Pas essayer d'extraire plus qu'il y en a en donné, pas essayer d'enfouir plus qu'il est capable d'absorber, et puis tranquillement rajouter des éléments, puis faire une transition graduelle entre une vie qu'on aime moins puis une autre. On n'a pas besoin de la sacrer aux poubelles. On peut dire, bon, ben là, j'arrête 4 jours semaine de ça, ça suffit, puis je mets un jour dans mon projet. Puis, Ah oui. Et t'as nommé la transition, on va dire, du mode de vie urbain au mode de vie rural, même s'il y a plein de nuances. Mais il y a une autre transition où je t'ai trouvé très inspirant, c'était si on voulait devenir professionnel ouais, agriculteur, entre guillemets, pour faire maraîchère. Et ce même process de lenteur, nous, cette année, on va probablement faire notre premier 5000 de chiffre d'affaires et avoir oh, notre numéro d'entreprise agricole. je veux dire, ta participation à l'UPA. Mais au sens où on a regardé ce qu'on aimait faire et vraiment quand on t'a écouté cette année particulièrement, les mots résonnaient que pour devenir un professionnel, peut-être qu'une des solutions, c'est d'abord pendant 5 ans, et je pense que j'exagère pas, s'écouter, voir ses succès, etc. Absolument. Je pense que si j'ai un conseil à donner, moi, aux néo-agriculteurs, là, ou ce qu'ils appellent des fois la relève, mais il faut s'entendre si on parle de la relève pour l'agriculture industrielle qui est productrice de produits génériques ou des gens qui s'intéressent à la terre. Moi, je parle plutôt, je parle à tout le monde. Mhm. C'est de s'installer dans quelque chose qui te nourrit toi. Fait que dans le pire des cas, si l'argent que tu veux en tirer, le profit monétaire que tu veux en tirer n'est pas au rendez-vous, ben, tu t'es installé dans quelque chose qui te nourrit, donc tu as moins besoin d'argent en partant. Donc, ensuite, d'y aller lentement, ça te permet de voir ce que toi, comme gestionnaire de l'environnement, puis ce que l'environnement, comme ton écosystème nourricier qui a quand même ses propres intentions, étant donné le climat, puis l'eau, puis tout ça, être capable ensemble de produire en quantité importante en contrepartie d'un effort moindre, comme je dis tout le temps. Donc, si tu te rends compte que toi, tu as une facilité avec les asperges, tu as une facilité avec ci ou ça, mais c'est ça, les éléments où tu vas être capable de t'installer dans une situation de surplus, puis d'essayer de monnayer ça. Mais le plus important, si on veut se mettre à faire, quand on se parle de faire de l'argent, c'est de réaliser que sur la planète, les gens qui font de l'argent en général offrent un service et transforment quelque chose dans les aliments. Donc, c'est les grands transformateurs de produits bruts qui font tout l'argent. Ce n'est pas les agriculteurs. Producteur. Euh, Mhm. les producteurs. Donc, les maraîchers, justement, sont dans un environnement extrêmement difficile parce qu'eux, on leur demande d'amener des produits bruts, de ne les vendre pas trop cher, puis ils n'ont pas grand-chose à transformer. Personne ne va payer pour des carottes coupées, des pommes pelées, des salades prêtes à assembler. Donc, c'est important, comme maraîcher, d'avoir un plan de transformation. Puis c'est pour ça que je me suis battu pour la possibilité d'abattre à la ferme de la volaille, par exemple, parce que les gens vont venir manger chez toi, surtout si tu as des protéines animales à offrir, parce que les gens, c'est là où ils sont les moins compétents à la maison. Donc, moi, je dis pourquoi, comme maraîcher, tu ne te payes pas 4 fois par année une grande table champêtre à la ferme. Tu prends un permis d'événement au MAPAC, qui est un permis qui se vend à 30-40 $. Tu assois les gens sur des bottes de foin, tu montes des tables, nappe blanche, puis tu fais une petite table d'hôte, un potage, un poulet grillé avec salade, puis pudding chômeur pour dessert. Tu peux aller chercher des ingrédients localement si tu veux, mais là, tu vas aller chercher 35-40 $ par tête pour quelque chose qui te donnerait 5 piastres si tu le vendais là, dans un marché public. Et puis là, ce que tu fais, ben, c'est que tu profites de ce que Olimel, AgroPure, Saint-Hubert profitent des supermarchés, c'est-à-dire une plus-value sur un ingrédient de base lié à un service à faire, puis une expérience agréable pour le consommateur. Donc, je pense que c'est essentiel de mettre un élément qui peut être autre que ceux dont je parle là, mais un élément service, barre oblique, transformation, pour aller chercher 10-15 000 $ par année
en contrepartie de service que tu offres. Tout ça en partant de soi, de ce qui nous a nourris pour ensuite venir massifier ce qui nous paraît naturel. C'était vraiment un beau message de ta part. Mais on sent que tu as des idées pour d'autres livres. Est-ce que tu veux nous représenter tes 4 livres pour qu'on puisse se situer? Moi, je les trouve formidablement complémentaires pour peu d'avoir. Oui, Je les ai tous loués à la bibliothèque. ben oui, en fait, ils sont tous disponibles à la bibliothèque. Ils sont aussi disponibles sur notre site web. Si vous en voulez une copie dédicacée, on vous envoie ça. La ferme impossible, État législatif, l'UPA, le MAPAC, le monopole syndical, l'origine de ces lois-là, l'origine de l'hyper-spécialisation de l'agriculture québécoise, pourquoi les quotas, pourquoi la gestion de l'offre. Donc, c'est encore d'actualité. Après, j'ai écrit L'artisan fermier, donc un guide très épais sur l'élevage de la poule pondeuse, du poulet de chair, de la chèvre laitière, comment construire les cages mobiles, etc. Donc, un savoir-faire avec des plans, puis aussi un contexte politique là, au niveau de ce qu'il faut savoir, là, justement, pour les cotisations, avec la municipalité, etc. Après, j'ai écrit La chèvre et le chou, qui n'est pas là, mais qui est un dialogue avec un vegan qui me disait que la paysannerie, c'était pas mieux que l'agriculture industrielle, que les animaux, il fallait tout simplement les laisser tranquilles. Pas d'accord. Après ça, j'ai écrit Vivace, qui est un carnet d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire 365 jours à la ferme. Donc, ça se lit comme un roman dans la mesure où, jour après jour, ce qui se passe, les problèmes qu'on a, les victoires aussi, les cultures, les élevages, mais aussi le militantisme à la radio ici et là, comment je navigue à travers tout ça. La chèvre et le chou venait de sortir quand Vivace commence. Alors, ça part, ça part vite. Et puis, Toucher terre, ben, on en a parlé là, beaucoup. C'est vraiment tout ce qu'on fait ici, en détail, le temps que ça nous prend, ce qu'on obtient. Donc, savoir-faire, mais aussi une centaine de photos. Donc, je dis tout le temps qu'il y a 2 axes. L'axe rationnel, où on donne des chiffres, des techniques, de l'information utilisable, très, très pertinente, mais il y a l'axe sensible où c'est des grandes photos. Vous vous immergez dans notre quotidien. Vous vous baignez de la même lumière que nous, puis comme ça, vous pouvez sentir de manière moins rationnelle ce que c'est d'être dans une autonomie, tendre vers l'autonomie alimentaire. Sublimement résumé. Veux-tu nous dire une inspiration future que tu as ou tu préfères garder ça pour toi peut-être Tu veux dire au niveau tes de. prochains écrits? Ben là, j'aimerais. Je travaille sur 2 choses en même temps. D'un côté, un roman, parce que j'ai toujours été curieux de créer quelque chose de ce genre-là, où la fiction a le haut du pavé. Et puis, en parallèle à ça, j'aimerais ça produire un livre de recettes où on offre aux lecteurs toute la genèse du plat, c'est-à-dire du tout début, quand on plante la graine ou qu'on fait naître le poussin, jusqu'à la fin. Donc, on est dans le coq au vin, dans la salade de gésier confit, etc. Donc, vraiment, c'est une espèce de livre de recettes où on a accès à toutes les étapes de la création du plat, du début à la fin. Alors, ça, c'est les 2 projets littéraires sur lesquels je travaille. Mais sinon, ben, il y a encore du militantisme à faire au niveau du projet pilote d'abattage à la ferme, l'utilisation de l'écruit. Donc là, on a hâte de voir ça va être qui le prochain cabinet ministériel du ministère de la Culture à l'automne pour essayer de retendre des ponts avec ces gens-là qui ont quand même beaucoup de pouvoir sur ce qui va nous être possible de partager demain On n'a pas alimentairement. beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ton chapitre autour de la ferme impossible et ta contribution politique, elle est quand même énorme. Merci beaucoup pour toute cette contribution à notre monde. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai été très inspiré. Notre projet cette année il va ressembler fortement à ce que tu fais dans Toucher Terre. Et je pense qu'un jour, on pourra profiter d'un petit abattage à la ferme aussi de notre bord. Je pèse mes mots quand je dis merci. Merci de m'avoir invité.